J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour assurer une bonne évaluation des travaux d'équipe à distance, tout en évitant que le professeur croule sous la charge des corrections et des rétroactions à donner. Un peu comme pour l'ensemble d'un cours, de penser à des moments où on obtient de l'information de la part des étudiants en cours de route, hein, que ce soit de brefs relevés de discussions dans l'équipe, un procès-verbal d'un paragraphe ou deux qui était présent, qu'est-ce qui a été fait, des plans qui ont été faits, une table des matières, un brouillon qui a été commenté par les différents membres de l'équipe. Donc, on peut avoir des traces qui nous servent pour encadrer l'équipe, leur offrir de la rétroaction et corriger parfois, si nécessaire, la direction qu'ils prennent ou les conflits qu'ils peuvent vivre. Mais toutes ces traces constituent aussi des arguments pour la validité de l'évaluation finale. On voit qu'ils ont bel et bien travaillé à l'œuvre qu'ils vont nous remettre à la fin. Un deuxième moyen, c'est de demander aux étudiants de remettre le travail partiellement individuel, quand bien même il s'agirait d'un travail écrit, et donc d'adresser à chacun des étudiants membres des équipes une question. Exemple de question, qu'est-ce qui, dans le travail d'équipe, a posé un défi et comment l'avez-vous résolu? Bon, peut-être que les 3 membres de l'équipe vont revenir avec le même défi, mais en principe, ils le font individuellement. Ils ne peuvent pas plagier les uns les autres ce qu'ils font. On pourrait demander également le travail en question. Comment est-ce que vous l'appliqueriez dans la réalité? Est-ce que vous l'appliqueriez dans la réalité? Donc, c'est une autre façon de dire c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les obstacles, à quitter l'académique pour aller vers le professionnel ou le pratique. Alors, c'est des questions qui sont soit d'ordre métacognitif, soit relatives au transfert des apprentissages. Oui, exact. Et forcément, un étudiant qui n'a pas participé au travail d'équipe va exprimer des banalités. C'est très facile à détecter. Si on veut une assurance encore plus directe que l'étudiant a compris le travail, participé au travail, capable de réfléchir au sujet du travail, à ce moment-là, un entretien individuel, même de quelques minutes avec 1, 2 questions, peut-être une 3e improvisée sur le tas pour permettre à l'étudiant de faire valoir ce qu'il sait ou valider notre perception. Donc, en 5 minutes par étudiant, on a une indication très nette de ce que l'étudiant peut dire sur le travail et s'il l'a fait ou pas. Donc, ça a le mérite d'introduire une évaluation individuelle dans le travail d'équipe, ce qu'on devrait faire en vertu du règlement des études, du moins à l'Université de Montréal, ailleurs je ne saurais dire, mais on augmente la validité, on lutte contre le plagiat, donc c'est vraiment important d'introduire des solutions que je viens d'énoncer. Mais en soi, c'est une bonne pratique, que ce soit dans le règlement pédagogique ou non, d'évaluer la contribution individuelle. Et là, dans le fond, tu nous donnes différents exemples de comment on peut faire ça. Exact. Et ça permet également de prévenir des conflits ou même de régler des conflits au sein des équipes. La crainte de plusieurs professeurs, la hantise, c'est qu'ils soient face à une équipe où les gens ne s'entendent pas, où ils ne s'entendent pas sur le droit d'auteur, que 2 membres ne veulent pas que le 3e signe, le 3e prétend avoir travaillé, donc ça devient extrêmement difficile à gérer. Et donc, quand on introduit des éléments de suivi et qu'on introduit une dimension d'évaluation individuelle, bien, ça contribue un peu à discipliner les équipes. Et si des équipes sont confrontées à des passagers clandestins qui travaillent moins, bien là, ils peuvent se dire on n'en fera pas tout un plat, il va se faire rattraper par l'évaluation individuelle. Donc, ça ajoute un élément de gestion des équipes pour le professeur là, qui vaut le coup. J'aimerais que tu nous parles de la place de l'auto-évaluation et de l'évaluation par les pairs dans l'évaluation des travaux d'équipe. Donc, souvent, les professeurs vont dire je fais des travaux d'équipe parce que mon groupe est énorme et c'est difficile pour moi d'observer ce que chacun fait. Et à distance, encore davantage. Et les étudiants eux-mêmes sont des partenaires du cours. Alors, si on veut qu'ils intègrent nos critères d'évaluation, si on veut qu'ils discutent de nos critères d'évaluation et qu'ils se penchent sur le travail eux-mêmes, le travail de leurs collègues également. Après ça, est-ce qu'on veut qu'ils se donnent des points ou est-ce qu'on pense que leur opinion de leurs collègues est assez forte pour qu'on l'introduise dans la construction de la note? Ça peut être au goût de chacun. Moi, je préférerais si on a des groupes de taille modeste qui le permettent, qu'on se penche sur la qualité de l'évaluation
que l'étudiant fait de l'autre étudiant. Parce que la compétence en évaluation, c'est aussi un gage de transfert des apprentissages vers d'autres situations. La personne sait faire preuve de davantage de jugement que si elle applique bêtement les consignes qui lui sont données. Donc, ça enrichit l'évaluation. On vise plus haut dans la taxonomie, si j'ose dire. Et donc, c'est la capacité à évaluer qui est plus importante en soi que l'opinion que la personne peut avoir du travail de l'autre en termes de pointage. À la limite, on pourrait mettre plus de points sur la capacité des apprenants d'évaluer leur pairs que sur leur propre production. Puis ça pourrait valoir la peine sur un plan cognitif de mettre l'accent là-dessus. Effectivement, la compétence en évaluation est quelque chose qu'on devrait regarder davantage, augmenterait la capacité de prédire que la personne va utiliser ses compétences. D'ailleurs, il y a un bon nombre de systèmes automatisés à l'Université Purdue, par exemple, où on utilise un système soutenu par l'intelligence artificielle pour pouvoir calculer l'écart entre, en fait, assister l'enseignant dans l'évaluation des évaluateurs et faire un calcul sophistiqué qui, peut-être, leur donne une note supérieure s'ils sont en plein dans la cible des autres évaluateurs et de l'évaluation du professeur, puis qui les pénalise s'ils s'écartent trop par le haut ou par le bas. Donc, la technologie peut nous aider à soutenir ce type de processus-là. Oui, parce qu'autrement, ça peut devenir très complexe que de gérer ça à travers des bouts de papier ou des fichiers Excel pour se retrouver avec des variations à la marge. Mais effectivement, donc, si des logiciels viennent supporter ces pratiques, c'est possible.